à crier, Babel idéologie, flambeau allumé. Nous allons terminer les interventions avec Ndeye Nogaye Babel Sao, CEO de Bessembo Degbu Production, fondatrice du blog Babel Idéologie et doctorante en sciences juridiques et politiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Madame Ndeye Nogaye Babel Sao, vous avez la parole. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je pense que ça se voit sur mon visage que je suis très, très heureuse d'être là. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas, ne serait-ce qu'assisté à des rendez-vous aussi conviviaux. Et ça me fait vraiment chaud au cœur de revoir des visages familiers. Lorsque Cheikh Ousmane m'a invité, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien dans la mesure où, vu que je suis dans une optique de reprendre les activités, je voulais les reprendre certes globalement, que ce soit par rapport aux cours que je dispense à l'université, mais c'était vraiment aussi le cadre dans lequel je m'imaginais. Je te remercie, Cheikh Ousmane, de m'avoir invité. Je ne peux pas non plus ne pas saluer le frère Souleymane, ne pas saluer le frère Cheikh Tidiane. Je vois le grand frère Abdoulaye aussi. Je ne peux pas ne pas le saluer. Je pense que si je veux la faire à l'africaine et passer par les prénoms de tout le monde, ça risque de prendre du temps. Mais sachez que ça me fait vraiment énormément plaisir d'être là parmi les miens. Il y a aussi Khadim, bonjour. Ah voilà, il est là. Ça m'a vraiment, je peux dire que cette rencontre est empreinte de beaucoup d'émotions. Et j'espère pouvoir mettre l'émotion de côté et pouvoir répondre à la grande question qui nous réunit. Quel est le rôle des mouvements panafricains pour contrer le repositionnement de la France en Afrique? C'est la question qui nous est posée. Ce qu'on nous demande concrètement, c'est que peuvent faire les mouvements panafricanistes actuellement pour contrer le repositionnement de la France en Afrique. Je vais commencer par essayer de poser le cadre. On nous parle de France-Afrique 2.0. Alors là, lorsqu'on nous parle de France-Afrique 2.0, on nous parle d'un héritage d'un système, un système post-colonial qui est là. La France-Afrique, comme tout système, a besoin de s'inscrire dans une logique de renouveau pour pouvoir survivre. Pour ce faire, après bien sûr l'esclavage, après la colonisation, on a eu droit à un système que beaucoup nomment France-Afrique. Un système de néocolonialisme, une nouvelle version du colonialisme dans laquelle la France n'utilise pas des chaînes, ou plutôt des chaînes visibles. Mais la France s'organise pour pouvoir maintenir son influence en Afrique après les indépendances. C'est dans ce contexte-là qu'on nous parle de France-Afrique. Aujourd'hui, on nous parle d'un repositionnement stratégique. Qui dit repositionnement dit rupture. Quelle est cette rupture dont on parle? Et là, ce qui est drôle dans le thème, c'est qu'on nous pose la question à savoir qu'est-ce que des mouvements panafricains, qui sont des mouvements sociaux, peuvent faire pour stopper cette France-Afrique. On ne nous demande pas qu'est-ce qu'un État peut faire. On ne nous demande pas qu'est-ce qu'un groupe d'États peut faire. On nous demande qu'est-ce que des organisations sociaux peuvent faire pour bloquer cette avancée-là de la France-Afrique. Cet essai, on va dire, de repositionnement. Alors, la question peut sembler ambitieuse, mais si on voit tout ce que les mouvements panafricanistes ont réussi ces dernières années à faire, on comprend que la question, c'est ce qu'on appelle en droit la justification du contexte. Pourquoi on nous questionne sur la capacité de ces mouvements à pouvoir faire quelque chose? Il se trouve que ces dernières années, on a assisté à la montée de mouvements panafricanistes. Cette montée, je vais essayer de la définir en 3 points.
D'abord, on a eu de jeunes leaders, de très jeunes leaders. On a eu des influenceurs. On a eu des intellectuels et on a eu une diaspora très engagée auprès de ces mouvements sociaux-là. Deuxième point, on a eu de nouveaux canaux qui ont été utilisés. Le premier canal, c'est les réseaux sociaux. Il y a aussi eu les mobilisations populaires. On a aussi assisté à des conférences, à des productions culturelles. Et le troisième point, qui est le point, je vais dire, qui est le coup de poing le plus dur que la France-Afrique a eu, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, le message panafricain s'est dispersé. Pour la première fois depuis très longtemps, les panafricanistes ont été smart. Comment ils ont été smart? Ils ont su prendre ce message-là et ne pas l'utiliser dans une logique communautariste. Les panafricains ont décidé de mettre fin au communautarisme, de mettre fin au salon de thé, de mettre fin au groupuscule dans laquelle on se disait Hotep Guy, où on se comprenait, où le langage il était codé. Les panafricanistes, ils ont été très intelligents ces dernières années. Ils ont fait quoi? Ils ont simplifié le discours. Ils ont traduit le discours. Ils n'ont plus parlé d'idéologie panafricaniste. Ils ont parlé de choses qu'on touche tous les jours. Ils ont parlé de la monnaie panafricaine, de la monnaie france-africaine. Ils ont parlé du franc CFA. Ils ont défini ce qu'était le franc CFA. Ils ont expliqué ce que représentait le franc CFA. Ils ont parlé des bases militaires. Ils ont localisé les bases militaires. Ils ont sorti des photos de ces bases. Les panafricanistes sont sortis de la théorie. Ils ont traduit en réalité le langage. Et forcément, ça a marché, ça a porté ses fruits. On a vu des personnes qui ne se considèrent pas comme panafricanistes ni radicalistes dire ouais, non, c'est pas normal, vraiment, le franc CFA quand même. On a vu ce discours-là élitiste, ce discours que l'on voulait économiste, ce discours que l'on voulait dans les amphithéâtres, on l'a rencontré au marché de Sandaga. Et c'est ça qui a fait mal. Et c'est ça qui a impacté. Et c'est ça qui explique l'impact que les mouvements panafricanistes ont. Alors, pour revenir au repositionnement, il y a différentes formes de repositionnement. Il y a le soft power dont a parlé tout de suite le frère Souleymane, qui est un discours de partenariat équilibré. Bon, ça me rappelle un peu le sommet Afrique-France de 2021 de Montpellier, où on disait, mais les Africains, on ne vous comprend pas. Nous, on vous parle de partenariat. Nous, on veut l'équilibre. Nous, on veut juste travailler chacun et que chacun puisse gagner quelque chose. On nous a parlé de gagnant-gagnant lors de ce sommet. Mais il existe aussi le hard power. Le hard power, c'est quoi? C'est le maintien des bases militaires. C'est le soutien de la France à certains régimes qu'on sait tous pro-France. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les outils économiques. Les outils économiques, c'est quoi? C'est la coopération, c'est les aides au développement, c'est les entreprises françaises. On s'en vient à se poser la question, quel est le rôle concret des mouvements panafricanistes? La première chose qu'on a fait par rapport à la déconstruction des récits officiels, on a montré qu'il y avait énormément de récits officiels qui étaient des fake news. Les mouvements panafricanistes ont été plus bandits, pour prendre le terme du frère Souleymane, que la machine France-Afrique. Ils se sont dit, on va nous aussi, maintenant, à chaque fois que la France va essayer de faire positionner son candidat ou son président, on va nous aussi lui trouver des termes. On va non seulement utiliser les réseaux sociaux, mais on va aussi utiliser des partenaires. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, pas mal de mouvements panafricanistes ont été accusés
de travailler avec d'autres pays, avec d'autres groupements. Parce qu'en réalité, quel est l'enjeu? L'enjeu, il est simple. Avec la montée de nouvelles puissances, entre guillemets, parce que ces puissances, on les sait, ils étaient là avant. Actuellement, on a la Chine qui est là. Actuellement, on a la Russie qui est là. L'Afrique a toujours été dans une logique de recherche de partenariat. C'est ce qu'on dit, nous. On veut des partenaires qui nous respectent. Mais les mouvements panafricanistes, ils n'ont pas seulement fait peur à la France. Les mouvements panafricanistes, ils ont réussi à faire élire dans leur pays des personnes et des personnalités qui ont été obligés d'une manière ou d'une autre de se réclamer panafricanistes. Et dans cette réclamation d'idéologie, il y a des conséquences. Lorsqu'on se réclame panafricaniste, on est obligé d'aller dans l'axe panafricaniste. Maintenant, quel est l'axe panafricaniste? L'axe panafricaniste, c'est une autonomie. Lorsqu'on dit être président et qu'on est face à l'idéologie panafricaniste, on est obligé de dire publiquement à la télé qu'on est contre le franc CFA. Et c'est pour cela que quelques années après le Dokhantou de notre ex-président Macky Sall en France pour dire qu'il était pour le franc CFA, on se retrouve ici au Sénégal avec un nouveau président qui dit le 4 avril « Je suis contre le franc CFA. Je veux une nouvelle monnaie. » Cela n'aurait jamais été possible sans ces mouvements panafricanistes. Là, en fait, j'essaie de vous montrer la force, que le pouvoir que ces mouvements panafricanistes ont. Je pense que mes 10 minutes sont presque écoulées. Mais en conclusion, il faudrait, à mon avis, que les mouvements panafricanistes se réinventent. C'est bien d'avoir traduit le message. Mais maintenant, il nous faut, comme une pieuvre, il nous faut déployer nos tentacules dans d'autres domaines. Il nous faut créer l'association des tailleurs panafricanistes du Sénégal. Il faut qu'on se déploie dans d'autres domaines. Il ne faudrait pas que les mouvements panafricanistes restent éternellement des mouvements de contestation panafricanistes. Il faut se redéployer dans d'autres domaines. Et c'est seulement ainsi qu'on peut créer une nouvelle tendance qui, ajoutée à celle qu'on a déjà créée, va faire encore plus mal. Je vous remercie. Donc, en ce qui concerne notre thématique, elle est très importante au moment où nous sommes dans un tournant remarquable. Et donc, il y a 2 à 3 questions. D'abord, la question de développement des organisations panafricanistes m'amène à me poser comment est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des organisations panafricanistes, nous pouvons avoir un modèle économique qui nous permet d'avoir la capacité de financer nos activités. Et je pense qu'il y a une piste qui est sortie avec l'intervention de Nogaye Babel Sow tout à l'heure concernant il faut aller dans certaines activités socio-professionnelles pour les renforcer et les nommer effectivement comme des organisations panafricanistes. Donc après ce sujet-là, je pense que également nous allons parler de, disons, excusez-moi, je voulais me mettre à côté. Mais ce que je veux dire, d'une part, c'est que nous, en tant qu'organisation panafricaniste, il faut qu'on parle de système panafricaniste. Parce que nous savons très bien que le système qui est en place, c'est celui-là que nous nous battons contre ce système. Et nous, je parle des étudiants qui sont dans cette salle ou des diplômés, ou bien des intellectuels qu'on appelle entre guillemets, il faut qu'on change de référentiel. Si un économiste va parler, il a pour référence les organisations de Bretton Woods, la coopération internationale, l'aide au développement. Il faut que désormais, quand on arrive à trouver notre propre référentiel, pour que nous allions avoir des alternatives pour nous développer. Si aujourd'hui, au niveau des pays de l'AES, la dynamique est bien partie et que ça attire l'attention de tout le monde,
c'est parce qu'ils prennent d'autres référentiels. Sinon, au niveau international, on dit quel est le pays le plus attractif en termes d'investissement. Juste un exemple. Mais c'est celui qui est capable d'accueillir tous les financements qui viennent de l'étranger pour brader les ressources naturelles. Si aujourd'hui on prenait les organisations qui mettent les choses en place pour récupérer nos ressources, pour impulser notre développement réel, on allait vraiment donner les prix aux pays de l'AES. Mais puisque ce n'est pas le cas, c'est les pays qui sont alignés avec le système France-Afrique, avec les autres systèmes que nous connaissons, c'est eux qui vont être primés. Mais, donc la question que je vous pose en tant que camarade panafricaniste, panéliste, quelle est notre démarche aujourd'hui pour avoir un modèle économique pour pérenniser nos actions, nos projets? Et également, quel système? Parlons maintenant de panafricain système panafricaniste de développement, système panafricaniste de tous les domaines, pour nous industrialiser, ainsi de suite. Alors, allons-nous, réfléchissons pour aller vers la création de ce système qui répond à nos besoins en tant qu'Africains, pour notre développement, pour notre souveraineté. Donc voilà mes contributions, je vous remercie. Bon, peut-être je vais amorcer ma question pour ne pas prendre trop de temps. Je voulais savoir quels sont les mécanismes à prendre en compte pour assurer l'unité culturelle de l'Afrique et la conscientisation des masses. Parce que ce sont ces deux termes qui recouvrent tout ce qu'on est en train de parler actuellement. Et tant que ces mécanismes ne sont pas pris en compte, on sera toujours en arrière. Quels sont les mécanismes à prendre en compte pour assurer l'unité culturelle de l'Afrique et la conscientisation des masses? Ok, merci beaucoup, je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Je pense que moi, je vais venir un peu... je suis Samba Mbalo, donc artiste, metteur en scène, animateur culturel. Voilà, donc je suis dans le théâtre populaire. C'est mon outil en réalité, et c'est l'outil avec lequel aussi j'essaie de contribuer. Donc moi, je pense qu'il est important aujourd'hui sur la question des mécanismes et de ce qu'il faut, de regarder aussi l'autre côté. Je pense que Sankara parlait nous demandait de regarder dans nos assiettes. Moi, j'invite les gens à regarder dans leurs ordinateurs et leurs téléphones, parce que c'est très important. Aujourd'hui, il y a une guerre de contenu qui est très importante, et cette guerre de contenu-là, les balles ne sont pas des balles en aluminium ou en acier, ce sont des mots, ce sont des expressions en réalité. Et aujourd'hui, la France a décidé d'allouer des budgets à toutes les ambassades pour financer la culture dans les pays dits un peu phagocytés par la Russie. Ce sont leurs propres mots. Et quand les ambassades ont des budgets culturels, ça veut dire qu'en réalité, nous, qu'est-ce qu'on a? Nous, qu'est-ce qu'on a? Et ça, c'est un problème. Le deuxième point, c'est au niveau de nos chaînes de télévision. Il est très important aujourd'hui, en réalité, qu'il y ait un vrai plaidoyer des mouvements, qu'on puisse demander à ces télévisions-là de pouvoir faire confiance à l'expertise artistique locale pour qu'on puisse aussi façonner les imaginaires. Parce que, je vous le dis, tout ce qu'on voit en termes de révolution et tout ce qu'on a comme perception de leader et d'idéologie, en réalité, ce sont aussi des mises en scène. Et on met en scène, en réalité, toutes les victoires que nous avons doivent être mises en scène, parce que ces récits-là, ce sont ces récits-là qui vont façonner aussi les imaginaires de nos peuples. Donc il est important de regarder du côté de la production. Un exemple très palpable, la contre-attaque de la France par rapport à ce qui se passe dans la sous-région, c'est quoi? Ils ont implanté un cordon de sécurité au niveau de l'audiovisuel au Sénégal. Ils ont demandé à Canal d'ouvrir une chaîne qui s'appelle Sunuyeuf avec le drapeau du Sénégal, où on passe toutes les séries sénégalaises qui sont achetées par Canal. Ils ont ouvert une chaîne qui s'appelle Poulagou, qui fait des séries exclusivement en poulard. Et c'est Canal encore qui a le monopole de cette série-là, c'est une chaîne qui appartient à Canal. Ils ont ouvert des canals Olympia pour qu'on puisse projeter pour des grands publics des films qu'ils vont choisir eux. Ils ont mis en place des écoles de formation, une école pour les scénaristes, une école pour le montage, une école pour des réalisateurs. Ici, financés directement par l'AFD, et qui vont former des jeunes Sénégalais pour, entre guillemets, faire de nouveaux récits. C'est quoi ces nouveaux récits-là? Nous avons nos récits. Et donc, nous, derrière, on essaie vraiment de faire des choses de quartier, des activités de quartier. Mais là, cette contre-offensive-là, elle est là immédiate. Et si on n'agit pas, tous les contenus, en réalité, vont lutter contre nos actions. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de répondre aux 6 questions.
Avant, je vais juste, avant de répondre à la dernière question du frère, je vais juste vous faire une petite remarque que je vais mettre dans un amas de questions. Durant aussi ces 5 ans de pause, j'en ai profité pour réfléchir à ce qu'on pouvait faire d'autre que militer. Cheikh Anta Diop, il est africain de quel pays? Il est africain du Congo ou il est africain du Ghana? Il est africain du Sénégal. Est-ce que vous savez qu'aucun documentaire sur Cheikh Anta Diop, sur toute sa vie, c'est-à-dire de sa naissance à son décès, n'a été fait par personne? Est-ce que vous savez qu'il n'existe aucun documentaire qui retrace la vie et l'œuvre de Cheikh Anta Diop? Vous le savez? Aucun. Alors, je vais rectifier. J'ai quand même tenu à faire en sorte qu'il y ait un documentaire de Cheikh Anta Diop, un film documentaire qui retrace l'ensemble de la vie de Cheikh Anta Diop. Où il est né, où est-ce qu'il a fait son primaire, par quel dara il est passé. En fait, lorsqu'on est arrivé au lycée de Diourbel, où Cheikh Anta Diop a fait ses études, le directeur nous a dit, parce que j'étais curieux, je lui ai demandé combien de maisons de production sont déjà passées. Il m'a dit aucune. Aucune. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est à nous de le faire. Excusez-moi. Là, on se parle entre nous. On se parle entre nous. Il n'y a personne qui va quitter son pays pour venir le faire. Le faire en Wolof, c'est tourner le dos à certains financements. Je suis sûre et certaine que sans la fibre panafricaniste qui m'anime, je n'aurais jamais fait ce documentaire dans lequel j'ai investi une vingtaine de millions. Je ne l'aurais jamais fait en Wolof. Parce que je m'en serais dit, j'ai quand même dépensé 20 millions dedans. Il faut qu'on m'appuie, il me faut des partenaires. Je l'aurais fait en français et je l'aurais traduit en Wolof. C'est ce que j'aurais fait en tant qu'entrepreneur. Et sans cette fibre panafricaine-là, qui a précédé cette fibre entrepreneuriale-là, je ne l'aurais pas fait. C'est à nous de le faire. Personne ne le fera pour nous. Et ce qui a fait la force de ces mouvements panafricanistes-là dont on parle, c'est qu'ils ont agi. Ils ont agi. Ils n'ont pas demandé l'autorisation de faire ou de ne pas faire. Ils n'ont pas demandé ce qu'ils pouvaient faire ou ne pouvaient pas faire. Ils l'ont fait. C'est tout. Ils l'ont juste fait. Maintenant, pour répondre aux questions, la première question, c'est quel est le mécanisme à mettre en place pour avoir un nouveau système économique? C'était la question de M. Bailo. Alors, je sais qu'aujourd'hui, au début, vous m'aimiez et vous étiez vraiment content de me voir. Je pense que ça va être moins le cas quand je vais finir les questions. Parce qu'en réalité, on est en famille. Il y a des vérités qu'on ne peut se dire qu'ici. Faire des études, c'est important. C'est important pour un panafricaniste. C'est important pour un panafricaniste, certes, de faire des recherches, mais c'est important pour un panafricaniste d'être diplômé de ce système-là qu'on connaît. C'est important. Vous savez pourquoi? Le seuil, la différence qu'il y a entre la légalité et la légitimité est très grande. Vous pouvez avoir de très belles idées, avoir une légitimité incontestée, mais c'est encore plus beau, c'est encore plus percutant et c'est encore plus important d'avoir la légalité de le faire. C'est très important que les panafricanistes se forment. Je ne dis pas se forment en essayant en recherchant l'histoire, c'est important. Mais guys, on est intelligents. Rentrons dans ces universités qu'ils ont construites et décrochons les diplômes qui sont là-bas. C'est ça la vérité. Il est important qu'on déconstruise ce système-là que les mouvements, la plupart du temps, pas
pas seulement panafricaniste, hein. La plupart des mouvements de contestation ont un système de rejet tellement automatique et systématique qu'ils rejettent tout avec un grand T. Le fait de se former est important dans la mesure où, lorsque le grand frère Kémy Séba m'a demandé de manager l'organisation panafricaniste au Sénégal, je suis venue, il y avait déjà un système qui était là, j'ai commencé à manager. Mais pendant un mois, je réfléchissais à comment organiser ce système, à comment faire en sorte que ce système soit présent dans les 45 départements. Je pense qu'il y a des membres d'urgence panafricanistes qui sont là, qui ne vont pas vous dire le contraire. Parce qu'en réalité, on a le discours, on a les idées, mais ça ne vaut rien. Strictement rien si on ne sait pas où on va. Là, on est en train de parler de panafricanisme depuis 100 ans. Il n'y a personne qui a mis sur la table le manifeste du panafricanisme. En réalité, il nous faut, nous aussi, même si on a beaucoup avancé, même si on a beaucoup fait, il nous faut certes déconstruire, mais il nous faut aussi construire. Il nous faut construire des choses, des concepts qui ne s'effaceront pas dans le temps. Et ça, je vous le dis, on a beau être engagé, ça, c'est pas seulement l'engagement qui le fait. C'est pas seulement l'engagement qui le fait. Ça, la formation y contribue. La formation y contribue. On a besoin de panafricanistes dans les amphithéâtres. Oui. On a besoin, et je vais en profiter pour répondre à la question sur l'économie, mais c'est très simple. Vous voulez qu'on modifie le modèle économique, mais qu'on le veuille ou non, l'économie c'est une science. On a beau être panafricaniste, prenons le panafricanisme, mettons ça dans un sachet, mettons ça sous le fauteuil. L'économie c'est une science. On a beau être contre la monnaie. Aujourd'hui, si demain, pour X, Y raison, dans un rêve, je deviens présidente du Sénégal, je ne quitterai jamais le franc CFA sans pour autant avoir certaines garanties. Je ne le ferai jamais. Parce que si je le fais, si je m'aventure à le faire, j'écroule l'économie sénégalaise. C'est ça la vérité. Il faut qu'on puisse prendre ce militantisme-là qu'on a dans nos tripes et pouvoir le mélanger à notre expertise. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Je sais que c'est décourageant peut-être ce que je dis. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de militantisme dans nous, dans ce qu'on fait. Mais il faut qu'on puisse prendre ce mécanisme-là, ce militantisme-là et l'organiser. Il faut qu'on l'organise. On n'a pas le choix. On a aussi posé la question par rapport à la montée du fascisme et du néocolonialisme. Le mouvement panafricaniste doit-il rester théorique ou doit-il devenir pratique, militaire? Mon frère, je dirais jamais à la télé ou dans n'importe quelle sphère où il y a plus de personnes que le panafricanisme doit être militaire. Ça, je ne le dirai jamais. Mais peut-être... Les pères fondateurs le diraient. Oui, les pères ne sont pas là. Et comme malheureusement, moi, physiquement, je suis là, c'est quelque chose que je ne dirai jamais. Mais peut-être qu'au fond de moi, je pense qu'il arrivera un jour, il arrivera une époque où le panafricanisme devra être pratique. Mais c'est à nous de nous organiser de sorte que, si ce jour-là arrive, qu'on ait mis en place assez d'actions pour avoir eu des alliés dans nos pays. Je ne parle pas de l'extérieur. Moi, je pense que l'Afrique n'a pas besoin d'être pro-russe. Parce qu'en réalité, l'Afrique, si elle est pro-russe, ne gagne rien. L'Afrique peut être avec la Russie sur des questions spécifiques. L'Afrique peut être d'accord avec la Russie sur des questions spécifiques. Mais la simple raison pour laquelle l'Afrique n'a pas à être russe, c'est que les intérêts de la Russie ne sont pas les intérêts de l'Afrique. C'est ça la vérité. Poutine, il ne pense pas à l'Afrique quand il fait son budget ou son bilan mensuel ou annuel. L'Afrique, on doit arrêter de chercher des pros. L'Afrique doit d'abord être pro-Afrique.
Maintenant, sur des questions spécifiques, des questions sur lesquelles la Russie et l'Afrique ont ce qu'on appelle des intérêts communs, c'est normal. Moi, je vais même aller plus loin. L'Afrique peut même être pro-français. Alors, pas maintenant, parce qu'il faut du temps pour construire certaines choses. Mais si on réussit ce qu'on veut faire, dans quelques années, sur certaines questions, l'Afrique peut même être pro-français. Parce que ça ne dérangera pas l'Afrique. Parce que l'Afrique aura dépassé certaines questions. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faudrait à un moment donné, certes chercher des alliés, mais sur des questions spécifiques. Il y a des questions où on doit être plus pro-chinois, je vous le dis, notamment la question économique, que pro-russe. Lorsqu'on voit comment agit la Russie économiquement en termes de taxes, comment agit la Russie économiquement en termes de barrières économiques, l'Afrique doit être économiquement, sur certaines questions, plus pro-chinois que pro-russe. Et ça, encore une fois, on est obligé, pour pouvoir identifier chacune de ces questions, subir des formations. On n'a pas le choix. Là où le petit Michel Dublanc du 5e arrondissement de Paris peut faire une licence et aller en olé olé, nous, les panafricanistes, on doit pouvoir essayer de faire l'ensemble des formations qui existent, que ce soit à l'Académie internationale de la Haye, que ce soit à l'Université de Sorbonne. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on va fouler le sol de ces amphithéâtres, on va récupérer des armes qui vont nous aider à consolider un idéal qui est déjà là. Et par rapport à l'éducation dont vous parlez, c'est le pilier de notre combat. Nos concepts éducatifs, nos systèmes éducatifs sont des systèmes éducatifs qui sont issus du système néocolonial. C'est pour cela que en réalité, nous ne connaissons ni nos histoires, ni nos paradigmes de changement. Nous ne savons même pas, lorsqu'on fait l'école sénégalaise que j'ai faite, que j'ai tenu à faire, on se rend compte que toutes les conditions sont réunies pour qu'on ne soit pas panafricaniste. Toutes les conditions sont réunies pour sortir de cette école en complexé. Toutes les conditions. Et c'est pour cela qu'aller vers une réforme du système éducatif est primordial. Alors, la troisième question, comment en tant que jeune panafricain doit-on se comporter face aux fake news? Alors, pour d'abord comprendre qu'il y a un fake news, il faut savoir que les fake news existent. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent même pas que les fake news existent. Pour beaucoup d'entre nous, lorsque un texte sort dans un journal, il est authentique, il est certifié. Du coup, ce qui fait que chacun d'entre nous, la plupart du temps, colporte même des fake news, crée même des fake news sans s'en rendre compte. Et la seule et unique manière de se battre contre ces fake news-là, c'est de pouvoir créer nos propres sources d'information. Alors, l'avant-dernière question, c'est que la notion de coup d'État doit être modifiée. Que nous, à chaque fois, lorsqu'on essaie de faire nos révolutions, on parle de coup d'État. Mais guys, qui pensez-vous qui peuvent modifier? Parce que là, il faut qu'on aille dans le concret. Qui peut modifier la notion de coup d'État? Question pour un champion. Qui peut modifier la notion de coup d'État? Qui? Concrètement, dans le concret. Mais excusez-moi, mais c'est les juristes qui peuvent le faire. C'est les juristes africains qui peuvent le faire. Maintenant, si nous, on reste dans nos coins, avec notre idéologie qui brûle, sans pour autant nous engager dans ces combats-là du quotidien, sans pour autant nous engager aussi dans les amphithéâtres, on sera obligé de déléguer. On va être obligé de déléguer ça à des confrères, certes africains, mais pas panafricains. Et d'où l'intérêt de pouvoir conquérir ces amphithéâtres-là.
Alors, quels sont les mécanismes à prendre? C'est la dernière question. Pour assurer l'unité culturelle et assurer la conscientisation des masses. Moi, je pense qu'au côté culturel, je pense que culturellement parlant, l'Afrique est assez solide. Bon, on ne peut pas le savoir au Sénégal parce que nous, on a des petits problèmes d'identité culturelle. Moi, je vais même aller plus loin. D'identité culturelle. Nous, on se croit d'abord peut-être sénégalais avant d'être africains. On est beaucoup dans beaucoup de considérations qui sont là au Sénégal. Mais ne vous détrompez-vous. Détrompez-vous. Il y a mon frère, je pense, qui vient du Congo. Je pense que là-bas, c'est le tissu congolais. Là-bas, c'est le tissu congolais. Bon, là, je prends plus l'aspect vestimentaire. Et même, je pense que dans le contenu, moi, quand j'écoute les émissions camerounaises, congolaises, voilà, on sent qu'on écoute une émission africaine. Il y a tout le temps, ce n'est même pas l'accent, hein, parce que ça veut pas dire grand-chose, mais il y a tout le temps des petites connotations qui sont là. Il y a tout le temps, voilà, des petits termes qui sont là. Et c'est vrai que le Sénégal est très en retard par rapport à ça, et c'est à nous d'avancer dans ce domaine-là. Pour la conscientisation des masses, eh bien, c'est simple. Moi, je pense que les mouvements panafricanistes doivent aussi sortir de leur confort. C'est-à-dire qu'on doit certes faire des mobilisations et des conférences, mais on doit aussi savoir se déployer autre part. On doit aussi essayer d'embrasser d'autres domaines. Je pense que c'est la meilleure des choses pour pouvoir assurer une conscientisation des masses. Merci. Partage, questionne et transmet sur Babel idéologie. Comme notre dignité renaît. Badaï idéologie, flamme telle en est.